Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Si les relations actuelles entre le Maroc et l'Union européenne ont connu des jours meilleurs, on ne peut en dire autant de celles liant le Royaume à son continent. Des relations qui sont au beau fixe, comme nous allons le voir. Le roi Mohamed VI était à Libreville cette semaine et cette visite a été l'occasion de passer d'autres accords que ceux existants déjà entre les deux pays amis, et spécialement dans le domaine des engrais, dont le Maroc a fait don de 2000 tonnes aux petits agriculteurs gabonais. Par ailleurs, et plus généralement, nous sommes aujourd'hui à 6 ans de cette journée historique, la journée du fameux « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence ». Vous l'avez compris, il s'agit du discours du roi Mohamed VI, prononcé le 31 janvier 2017 à Addis Abeba, à l'occasion de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine et de son retour au sein de sa famille continentale. Ce retour est aujourd'hui d'autant plus important que nous voyons les mutations géopolitiques se faire devant nous et les rapprochements continentaux se renforcer. On reviendra donc sur ces 6 années du Maroc institutionnellement et géopolitiquement africain, et nous aborderons aussi les aspects qui font du Royaume un pays économiquement et géoéconomiquement africain aussi. Et nous en parlerons avec deux éminents spécialistes des deux domaines, géopolitique et géoéconomie. C'est Abdeltef Komat, vous êtes économiste et vous êtes aussi doyen de la faculté de droit et d'économie de Casablanca. Merci d'être avec nous. C'est Mustafa Sahimi, vous êtes politologue, vous êtes professeur de droit. Merci aussi d'être avec nous. Alors messieurs. Bonsoir. Merci à vous. On commence donc par cette visite du roi Mohamed VI à Libreville, une visite donc qui consolide le partenariat stratégique qu'il y a entre les deux pays. Les relations qui ont été tissées déjà du temps de feu le roi Hassan II avec le président Omar Bongo. Et donc le roi était à Libreville et il a signé avec le président Ali Bongo des accords économiques en même temps qu'il a fait un don de 2000 tonnes d'engrais, un don assez remarqué aux petits agriculteurs gabonais. Alors où en sont les relations avec le Gabon? On commence par vous, Abdeltef Komat. Alors, les relations avec le Gabon, ils sont excellentes. Tout d'abord, sur le plan politique, bien évidemment, les relations, en fait, aujourd'hui, on peut qualifier d'historiques entre les deux pays, qui sont très fortes, notamment au niveau des hautes autorités des deux pays. En fait, il y a des accords aussi bien sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional et international. Donc les deux pays se soutiennent mutuellement sur les grandes questions, au niveau des adhésions à des instances internationales. Donc il y a en fait une entente, je dirais, exemplaire sur le plan politique. Également sur le plan social, de plus en plus les relations se renforcent à travers des projets sociaux. Le Maroc aujourd'hui soutient en fait le Gabon sur un certain nombre de domaines sociaux, notamment l'éducation, la santé. Et puis également, aujourd'hui, le Gabon partage avec le Maroc des expériences en fait, dans lesquelles aujourd'hui le Maroc est reconnu comme, je dirais, un exemple en termes notamment de tout ce qui est social à travers l'INDH, à travers la lutte contre les inégalités sociales, à travers le projet de la protection sociale. Donc il y a beaucoup d'échanges sur ces aspects-là. Alors bien sûr, il y a la dimension économique, je dirais, qui n'est peut-être pas à la hauteur de cette force au niveau politique et au niveau social. Et c'est le cheval de bataille aujourd'hui des deux pays, tout d'abord au niveau de la haute autorité, mais également au niveau des gouvernements et au niveau des parlements. Donc il y a beaucoup de changes. Il y a un cadre qui est la Haute Commission économique, qui se réunit à un certain moment régulièrement, qu'il va falloir relancer. Donc il y a une volonté de part et d'autre de hisser les relations économiques au niveau dans lesquels sont aujourd'hui les relations politiques et sociales. Mustafa Sahimi, alors une visite qui scelle une relation très particulière qui date de longtemps, comme je l'ai dit en entrée, mais une relation de coopération interafricaine. Elle en est où? Pas sur le plan économique uniquement, mais sur le plan stratégique et diplomatique. Pour ce qui est d'abord des relations donc, entre Libreville et Rabat, entre les deux pays, il y a un élément dont il faut tenir compte, me semble-t-il, c'est la relation personnelle. Il y avait une relation personnelle très forte entre le roi Hassan II, on s'en souvient, et le président Omar Bongo, pendant des décennies, avec des liens très étroits. Et cette relation s'est poursuivie et consolidée avec Sa Majesté Mohamed VI et le fils du président Omar Bongo, donc Ali Bongo. J'ajoute qu'ils avaient ces relations-là avant même d'accéder à la magistrature suprême dans leurs pays respectifs. Le prince héritier, Sidi Mohamed Smith Sidi, donc comme prince héritier, et le fils de Omar Bongo. Donc c'est important ce lien, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis des décennies. Il y a aussi un autre élément qui joue, c'est un axe
un axe particulier de rapprochement sur un certain nombre de questions, la coopération, le dialogue politique, la concertation. Et sur ce plan-là, le Gabon a été toujours solidaire aux premières lignes sur la question nationale. Je signale qu'en 2020, par exemple, en février 2020, le Gabon a été l'un des premiers à ouvrir un consulat général à Dakhla. Maintenant, nous sommes à près d'une trentaine. C'est intéressant comme dynamique. Il y a l'élément économique que vous avez relevé. C'est vrai qu'il est insuffisant. On aurait pu attendre donc une autre dimension des relations commerciales et économiques. C'est en cours. Jusqu'à ce jour, il y a une cinquantaine d'accords et de conventions qui ont été signés entre les deux pays, dont 23 en 2019. Donc il y a un phénomène d'activation et d'accélération. Il y a aussi le fait que maintenant, il y a des entreprises communes qui sont en train d'être montées au Gabon. Et il y a, vous avez fait référence, l'implication, l'installation de grandes entreprises marocaines au Gabon, notamment dans les télécoms, les banques, les assurances, la formation, etc. Sans oublier les liens humains. Nous avons 10 000 étudiants africains de façon générale, dont 8 000 sont des boursiers. Et dans ce contingent, il y a un contingent important d'étudiants gabonais. Donc il y a là une dimension humaine intéressante. Et nul doute que la visite royale qui est faite, ce n'est pas la première, il y a eu déjà plusieurs visites, de même que celle du président Bongo et de son fils au Maroc, soit pour des visites de travail, etc., soit pour des séjours privés. Il y a là donc des acquis, une capitalisation, et tout ça doit être valorisé dans les mois et les années à venir. Alors, je reste avec vous, Moustapha Sahimi, en revenant sur cette question qui est assez intéressante de la bascule du Gabon, qui est un pays francophone, vers le Commonwealth. Ça a été acté à la réunion du Commonwealth au Rwanda. D'ailleurs, ce qui est assez symbolique, en juillet 2022. Alors, il s'agit d'un acte politique. Ce qui est expliqué au sein de la francophonie africaine, c'est que c'est pour plus d'autonomie par rapport à l'ancienne métropole. En quoi on peut considérer que cet acte du Gabon, donc de passage au Commonwealth, c'est un acte marqueur géopolitique dans la région? Premier fait, l'essoufflement de la francophonie et le dynamisme du monde, de l'univers du Commonwealth. La francophonie, c'est 340 millions de personnes. Le Commonwealth, c'est 2,4 milliards de personnes, c'est le tiers de la population mondiale. Le Commonwealth, c'est 54 pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un phénomène intéressant. On n'a jamais vu un membre du Commonwealth venir demander adhérer à la francophonie. Que je sache. Oui, que je sache. S'il y a eu 2 cas, mais c'était tout à fait marginal. En revanche, la tendance est celle du passage, donc du basculement de la francophonie vers l'univers du Commonwealth. Alors pourquoi? C'était à la Réunion, effectivement, à Kigali, capitale du Rwanda, la fin juin 2022, où il y a eu l'adhésion du Gabon et du Togo. Il faut rappeler qu'auparavant, il y avait eu l'adhésion du Rwanda. Du fait, alors que c'est pas forcément. C'était l'un des premiers. Oui, alors que c'est pas forcément un pays anglophone, mais d'autant qu'il avait des liens historiques importants avec la France, mais compte tenu de ce qui s'était passé entre le Rwanda et la France, donc il y avait là une expression d'une indépendance, etc. Alors pourquoi? Ça a été expliqué par les autorités gabonaises en particulier, et le président et le ministre des Affaires étrangères. Il dit, nous voulons nous ouvrir sur un autre espace, qui est un espace qui est d'abord un marché, ensuite qui nous donne des opportunités de développement pour nos entreprises, et qui est un espace qui est tourné vers le progrès social et économique. En creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace francophone ne réunit pas ces paramètres-là. Il y a aussi l'idée de donner un marché potentiel à la jeunesse gabonaise. Qu'est-ce qu'ils disent les officiels gabonais? Ils disent l'avenir, c'est l'anglais. Le monde économique, c'est l'anglais, la pratique anglaise. 90% des flux scientifiques et autres, c'est l'anglais. Donc, ça donne une possibilité à notre jeunesse
à nos étudiants des universités de s'accrocher davantage au monde anglophone et ça conduit à cela. J'ajoute qu'il y a un autre élément qu'il faut évoquer aussi, c'est le fait qu'il y a maintenant une sorte de paternalisme, voire de tutelle des relations entre Paris et un certain nombre de pays francophones, et ça devient peu supportable. On le voit en Mali, au Niger, etc. Et donc c'est intéressant ce phénomène-là, c'est-à-dire le déclassement de la francophonie comme espace sur le seul paramètre du parler français et le redéploiement donc de pays francophones vers le monde du Commonwealth. C'est intéressant. Enfin, un dernier point qui n'est pas inintéressant, c'est que le modèle économique et la charte du Commonwealth sont différentes de la francophonie. Pourquoi ? L'état de droit, les libertés, le progrès, etc. Et puis le fait qu'il n'y a pas cette pression de la puissance tutélaire qu'était la France. Et ça, évidemment, ça conduit à quoi ? Ça conduit à un différentiel. Il y a des statistiques à ce sujet, je finis sur ça, entre les performances économiques des pays de la francophonie, pays africains, et ceux du Commonwealth. Il y a un différentiel. On y vient, Mostafa Chahimi, vous avez parlé d'une forme de paternalisme de l'ancienne puissance coloniale française à l'égard ou à l'endroit de ses anciennes colonies, un comportement qui est différent du Royaume-Uni par rapport à ses anciennes colonies. Alors, au-delà de ce comportement, de ce qu'on peut constater aujourd'hui à Abdeltif Komat, il y a une conviction, une thèse ou un mythe qui veut que les anciennes colonies britanniques se débrouillent bien, on va utiliser ce terme, se débrouillent bien en économie un peu mieux que les anciennes colonies françaises. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ? Est-ce qu'il y a des réalités là-dessus ? Quand on voit le Ghana, par exemple, ou d'autres pays, quand on voit le Rwanda, comment il a bougé depuis, même si ce n'était pas une colonie britannique, on voit qu'il peut y avoir une part de vérité là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, un mythe ou une réalité, moi je dirais plutôt une réalité, parce qu'il est fondé sur la base de l'observation. En termes de dynamique économique, c'est vrai que les taux de croissance les plus élevés, on les a relevés notamment en Afrique, dans des pays qui sont des pays anglophones. Donc c'est une réalité qui était des anciennes colonies de la Grande-Bretagne. Maintenant, quelle est la relation entre ces deux phénomènes ? Il se pourrait effectivement qu'il y ait une relation objective, parce que, en fait, lorsque un pays domine un autre pays, il vient avec sa culture, son état d'esprit, son mode d'organisation. Certainement que la touche française dans les pays anciennement sous protectorat colonisés par la France, il y a une touche française, et la même chose au niveau des pays qui étaient dominés par la Grande-Bretagne. Donc ils ont laissé une manière de voir, une manière de se comporter, l'esprit d'initiative, la dimension culturelle, etc. Donc là, certainement qu'il y a impact. Alors, bien évidemment, il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer cet état de fait, parce qu'il y a la période de domination, la période coloniale, mais il y a la période post-coloniale. Dans la nature des relations également, en termes de dynamique économique, c'est vrai que peut-être au niveau de la Grande-Bretagne, les anciennes colonies ont eu à un certain moment, en fait, une certaine indépendance, une certaine autonomie, en termes de promotion économique, de relations économiques internationales que peut-être les anciens colonies de la France n'ont pas eu, d'où peut-être cette relation un peu peut-être tendue, conflictuelle que nous vivons aujourd'hui. Et donc on ne voit pas un impact de cette relation qui est tissée au niveau de Commonwealth et qui a en fait un effet positif sur la croissance groupée de tous les pays dans un cadre régional et interpays du Commonwealth, mais également dans leurs relations avec le monde. Et puis, bien évidemment, il y a la troisième dimension, c'est la langue. Et aujourd'hui, la langue du commerce, la langue de l'économie, la langue de la recherche scientifique, de l'innovation, c'est la langue anglaise. Peut-être cette maîtrise de cette langue qui permet aux jeunes de ces pays-là d'évoluer dans un monde anglophone, ouvre les voies sur des grands chercheurs, des grandes universités. Donc tout cela fait que, effectivement, c'est une réalité aujourd'hui. On le voit, il y a une tendance, je dirais même au Maroc aujourd'hui, on est en train de le vivre, par exemple au niveau de l'université. Il y a un engouement, il y a pratiquement la nouvelle génération qui est consciente de la nécessité d'aller vers des études plus poussées en anglais parce que ça ouvre des perspectives, que ce soit sur le plan académique ou en termes de carrière professionnelle.
On vous en parlait tout à l'heure, Mustafa Salimi, du mouvement qui s'est enclenché un peu au Sahel, au Mali, au Burkina, peut-être aussi la Guinée. On a entendu un discours du président ivoirien Alassane Ouattara devant la télé française en disant bon, c'est fini cette question de prédation, de chasse gardée, etc. Et de position d'honneur de leçon. Et puis il y a aussi le fameux discours du roi Mohamed VI en 2014 à Abidjan où il parlait de chasse gardée. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lien entre ces termes qui sont forts et l'existence du franc CFA, qui est en train de reculer d'ailleurs, mais enfin qui recule pas, qui tarde à reculer, on va dire les choses comme ça? Il y a une vision royale qui a été affirmée, vous l'avez rappelé, de manière particulière et même, j'allais dire, historique, dans le discours d'Abidjan de février 2014 à l'occasion du forum Maroc-Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important, c'est-à-dire c'est un appel à la mobilisation et la prise en charge de l'Afrique par les Africains, avec beaucoup de détermination et de volontarisme. Et sur ce plan-là, dans la mémoire collective africaine, c'est un discours qui reste une référence. Je peux vous le dire, nous le savons ici, les trois, que dans nos contacts avec nos collègues africains et autres, etc., ça reste, c'était quelque chose qui est un marqueur dans la mémoire collective, c'est-à-dire un chef d'État qui dit voilà ce qu'il faut faire. Et c'est un chef d'État d'un pays stable, connu pour sa maturité, sa responsabilité, etc. Maintenant, la dépendance, elle est dans le franc CFA, vous l'avez relevé, mais il faut aller plus loin, si vous le permettez. Il faut rappeler que l'accession d'un certain nombre de pays francophones à l'indépendance au début des années 60 a été marquée par des accords d'indépendance, évidemment, mais aussi par des accords secrets. Des accords secrets, notamment sur la présence de bases militaires, de l'armée, et sur le fait que la préférence en marché public. La préférence au marché public et le fait que les réserves de change des pays concernés devaient être déposées à la Banque de France. Donc, sur ce plan-là, il faut évidemment mettre en équation ce franc CFA et arriver à une monnaie commune. Ça fait partie des objectifs actuels. Un commentaire, Abdel Komat, sur le CFA, sur l'éco, enfin sur ce qui est en train de se passer? En fait, le CFA, effectivement, c'est une question qui bloque aujourd'hui. Même la CEDEAO, parce qu'en fait, il y a un projet d'aller vers une monnaie. Excusez-moi, je vous coupe juste un instant. CFA, ça voulait dire quoi? Et ça veut dire Communauté franco-africaine. Communauté financière africaine. Et avant, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire colonie française d'Afrique. C'était comme ça que ça venait. C'était ça, CFA au départ, historiquement. Juste pour un rappel historique. C'est-à-dire, c'est la grande question qui reste posée, parce que vous savez, il y a au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le CEDEAO qui a été créé depuis 1975, mais qui avait en fait un processus, bien évidemment, d'échange, notamment sur le plan commercial, avec des accords pour aller vers une zone de libre-échange. Mais il y avait la dimension financière qui était très importante parce que l'objectif était d'aller vers une monnaie unique qui allait remplacer le CFA. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça bloque parce qu'effectivement, il y a des intérêts, notamment français, qui vont à l'encontre un peu de ce processus. Et ça reste une question qui aujourd'hui, justement, bloque la cohésion et la constitution d'un véritable marché, comme c'était le cas du marché commun européen, qui, en fait, les premières décisions étaient d'aller vers l'euro, qui a pris du temps, mais à un certain moment, on s'était mis d'accord. Au niveau de la CEDEAO, on n'arrive pas à le faire depuis pratiquement 1975, ça fait presque demi-siècle. On n'arrive pas à instaurer une monnaie unique, effectivement, parce qu'il y a de la pression et il y a des intérêts qui risquent d'être remis en cause, qui bloquent ce processus. Alors, Mustafa Salimi, ça fait maintenant 6 ans et une quinzaine de jours que le Maroc est adhérent à l'Union africaine et qu'il est revenu finalement dans sa famille africaine. Donc, il intègre l'Union africaine, mais bon, il a été membre fondateur de l'OUA, l'Organisation d'unité africaine. Ça fait donc 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, on assiste à une phase de reconfiguration, de changement d'alliance, enfin de Big Bang géopolitique au niveau du continent. Quelle est la place actuellement du Maroc, la place sur le plan géopolitique du Maroc en Afrique? C'est une place importante attestée par précisément le rôle que joue le Royaume sur la scène régionale et continentale. Comment? Le Maroc vient avec une accumulation faite d'expertise et d'initiatives. Lesquelles? La lutte antiterroriste,
Le Maroc a une position d'avant-garde sur la lutte antiterroriste qui est saluée en Afrique, évidemment, mais qui est saluée à l'international, tout le monde le sait. Sur la lutte contre les extrémismes religieux, et sur ce plan-là, le Maroc défend la sécurité, ce que j'appellerais la sécurité spirituelle, c'est-à-dire un islam modéré, tolérant, etc., avec des initiatives. Ça n'est pas qu'un discours, c'est des mesures et des politiques d'accompagnement. La fondation des ulama africains, il y a des centaines de personnes de ulama qui ont été formées, qui continuent avec des promotions. Et donc, le fait de porter haut et fort un message de paix pour ce qui est de l'islam. Il y a un autre volet, c'est la question migratoire. Alors qu'un certain nombre de pays ont préféré regarder ailleurs pour ce qui est de la question migratoire, quand ils n'ont pas pris des mesures de répression, je pense aux pays voisins de l'Est, qui n'ont aucune politique migratoire, sinon celle de la répression et de fait de ramasser les migrants subsahariens et de les mettre au sud du Sahara, vers les frontières du Niger et du Mali. Et oui, c'est ça les réalités. La Tunisie non plus. Et donc, l'intérêt du Maroc, c'est la prise en compte de ce mal, celui de la migration, de cette problématique-là. Comment? C'était un pays qui était un pays de transit, et ça s'est transformé puisqu'il est devenu un pays d'installation et secondairement de transit. Il y a une politique qui a été menée à ce sujet, des politiques de régularisation, 2014 et 2016. Ça donne quoi? Ça donne 53 000 régularisations de migrants subsahariens avec des droits sociaux, la possibilité pour leurs enfants d'être admis dans les écoles. C'est couronné, salué à l'international, puisque le Maroc a le siège de l'Observatoire africain des migrations, et plus encore, ça procède d'une vision royale qui est reconnue par l'Union africaine. Le Maroc a rejoint l'Union africaine la fin janvier 2017. 3 semaines après, la même Union africaine a consacré Sa Majesté le Roi comme leader africain de la migration. C'est vous dire que c'est extrêmement important. Il y a, j'ajoute un dernier élément, c'est la politique que défend le Maroc à l'international, c'est-à-dire la coopération sud-sud, le développement du partenariat, avec des mesures d'accompagnement et des prises de position qui ne sont pas alignées ni sur l'Occident ni sur un autre bloc, mais qui sont la recherche d'une voie africaine vers des questions internationales qui sont posées. Alors, même question pour vous, Abdeltef Komat. 6 ans après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, de son retour au sein de sa famille africaine, quelle est sa place sur le plan économique, géoéconomique, avec un petit focus sur la sécurité alimentaire? Comme on le voit avec les 2000 tonnes d'engrais qui ont été offerts aux petits agriculteurs gabonais, il y a une priorité qui est accordée là-dessus. Alors, quelle est la place du Maroc en matière d'économie et en matière de sécurité alimentaire? En fait, la dimension économique, il fait partie d'une vision qui a été tracée par Sa Majesté dès le début de son règne, en 2000. On se rappelle du discours dans lequel il a décidé l'effacement de la dette des pays africains. Et donc, ça a tracé la voie. En fait, une relation d'une autre nature. C'est une relation basée sur le respect mutuel, sur le partenariat, sur le co-développement. Et bien évidemment, du moment qu'il y a un climat de confiance, il y a un climat de considération mutuelle, bien sûr, le volet économique ne peut que suivre. Et effectivement, nous avons assisté à une évolution multiforme, tout d'abord à travers un certain nombre de présences, notamment d'entreprises structurantes. Je fais allusion notamment aux banques. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc est pratiquement représenté dans une trentaine de pays africains par ces banques, ces grandes banques. Et il joue un rôle très, très important dans la dynamique économique de ces pays. Et puis, bien sûr, les grands groupes structurants. Et là, également, je fais allusion à tout ce qui est télécommunications, à tout ce qui est transport, à tout ce qui est assurance, à tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Le Maroc également a joué un rôle très, très important dans le développement de l'infrastructure au niveau de ces pays-là. Et puis, bien sûr, après, il y a eu la dimension investissement, qui, au Maroc aujourd'hui, est considéré comme le premier investisseur dans pas mal de pays, notamment la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays dans lesquels le Maroc occupe 2e ou 3e place en tant qu'investisseur. Et dans un autre temps, en fait, aujourd'hui, on est allé vers l'élargissement de ce partenariat à des structures, peut-être de dimension PME. Vous savez que de plus en plus, autour de ces grandes entreprises, il y a le tissage, en fait, d'une structure de PME et de TPME qui vont vers l'Afrique. Et puis, la dernière nouvelle, c'est la charte de l'investissement
qui, pour la première fois, d'une manière très claire, a encouragé l'investissement des Marocains à l'étranger. Et lorsqu'on parle de l'étranger, on vise essentiellement l'Afrique. Essentiellement l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, pratiquement 60% des IDE du Maroc à l'extérieur vont vers l'Afrique. Et donc, pour dire que c'est un processus qui était structuré, qui était échelonné dans le temps avec des étapes, mais avec beaucoup de réflexion, mais surtout l'esprit. C'est un esprit de co-développement, c'est un esprit de partenariat d'une autre sorte. Et je crois que le message a été perçu par nos amis et nos frères africains, et d'où, bien évidemment, le développement qui aujourd'hui est un modèle en termes de partenariat sud-sud, mais également en partenariat de coopération sur des dimensions structurelles. Vous avez évoqué la sécurité alimentaire, c'est un exemple parmi d'autres. Et cela, on peut évoquer que le cas de l'OCP. Aujourd'hui, l'OCP, il est présent pratiquement dans une quinzaine de pays, à travers des filiales, à travers la valorisation, à travers le développement de projets communs, mais également, aujourd'hui, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est électrification, on parlera des énergies. Donc, on est en train de bâtir carrément un modèle de énergies renouvelables. Vous avez parlé aussi du message perçu par nos pères africains, par nos amis africains, mais perçu aussi par d'autres partis qui n'acceptent pas trop ce nouveau positionnement du Maroc. On en parlera en deuxième partie. La première arrive déjà à son terme. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Allez, on démarre la deuxième partie de ce débrief consacré donc à la dimension africaine du Maroc, 6 ans après son retour à l'Union africaine et en marge aussi de la visite royale actuellement au Gabon à Libreville. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Abdeltif Komat, économiste et doyen de la faculté de droit et d'économie de Casablanca, et avec Moustapha Shihimi, politologue et professeur de droit. Juste avant la pause, Moustapha Shihimi, nous étions en train de parler justement d'un nouveau positionnement marocain sur l'Afrique, de messages perçus par les Africains, de messages de solidarité, de véritable partenariat, d'échange, de partage. Mais est-ce que ce positionnement-là n'est pas aussi perçu négativement par d'autres? Enfin, est-ce que c'est pas ça qui vaut au Maroc, ces différentes attaques? Il y a un mois, et ça continue encore, c'était le Parlement européen, les médias français, espagnols ou autres. Est-ce que c'est pas ça qui crée cette réaction, cette contre-réaction européenne, ce positionnement africain? Je mettrai ça dans un cadre beaucoup plus large, si vous le permettez. Lequel? Qu'est-ce qu'on observe ces dernières années en particulier? La réactivation du non-alignement en Afrique, en particulier, en Amérique latine, mais nous parlons de l'Afrique. Ça s'est observé comment? Quand? Ça s'est observé au printemps dernier, aux Nations Unies, avec la question de l'Ukraine-Russie, qui a été débattue donc par l'Assemblée générale en première résolution en mars et une autre en avril, et on a observé qu'un certain nombre de pays africains, pays importants, s'étaient soit abstenus, mais surtout avaient refusé de participer au vote, considérant que c'était une affaire qui ne les concernait pas, qu'ils n'avaient pas à prendre position. C'est intéressant comme tendance. Il y a donc là un recul qui se fait du côté des pays africains qui ont un statut d'influence dans le continent et qui se disent il faut qu'on s'organise, qu'on réarticule nos politiques étrangères différemment en passant d'un schéma d'alignement et de clientélisme, voire de paternalisme, à un schéma donc où on se prend en charge. Premier niveau. Le deuxième niveau, le Maroc a été pionnier dans cette réflexion-là. Cette réflexion-là, avec, on l'a dit tout à l'heure, le discours royal d'Abidjan, février 2014, et toutes les prises de position du souverain sur ça. Il y a un autre discours de référence que je voudrais rappeler, c'est le discours de Sa Majesté le Roi à Riyad, en avril 2016. Qui est extrêmement fort et articulé et qui... C'est un prolongement du discours de 2014. Oui, et mais de manière encore plus marquée, c'est-à-dire la nécessité pour les pays du tiers-monde, et en particulier à l'espèce, c'était les pays arabes, puisque c'était un sommet des pays du Golfe, où le Maroc avait été invité, pour dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion, une convergence commune pour réévaluer nos rapports avec un certain nombre de puissances qui ont des visions donc pratiquement de paternalisme et de domination. Sur ça, le Maroc se distingue par un certain nombre de prises de position sur des questions régionales et internationales, mais se distingue aussi par une expérience, une politique africaine qui est mise en œuvre avec des dossiers, des actes, ce n'est pas des discours.
c'est-à-dire ce qui est fait pour la formation professionnelle, ce qui est fait pour l'aide sanitaire. Vous savez que le Maroc a aidé 15 pays lors de la pandémie Covid-19. Au début, Eh oui, au tout début. 15 pays Au tout début. de 2020-2021, 15 pays en apportant une aide, des vaccins, etc. Au moment où les pays occidentaux et l'Europe se renfermer. se calfeutrer et regarder ailleurs. Les peuples africains n'ont pas oublié. Il y a tout ce qui est fait donc aussi pour une politique de coopération, mais de terrain. C'est-à-dire donc ce ça ne nous fait pas que des amis, finalement. Vous avez raison de le relever. Ce qui est fait avec ce don, par exemple, aux petits de 2000 tonnes d'engrais, petits agriculteurs, ça ne va pas dans les grandes fortunes, ça va au niveau des petits agriculteurs. C'est la même chose qui a été faite en Éthiopie, qui a été faite au Nigeria, et dans d'autres pays, et au Kenya aussi, où c'est une diplomatie phosphatière, j'appelle ça phosphatière d'engrais, mais une diplomatie phosphatière qui veille au progrès social, technologique des petits agriculteurs et du monde rural. Tout ça doit être complété par autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des marchés traditionnels qui étaient occupés et pris par un certain nombre de pays occidentaux, en particulier la France, qui considérait ça comme des marchés, en Afrique de l'Ouest, considérait ça comme un marché captif, pratiquement, et le Maroc est venu avec ses groupes économiques, ses interventions, ses aides, et donc ça réduit la part de marché. En plus, les entreprises marocaines sont compétitives, puis elles sont proches des populations. C'est extrêmement important à dire. Alors, Abdel Komat, on revient avec vous encore une fois sur l'économie. Le gazoduc Nigéria-Maroc, on le sait, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais à côté donc de l'énergie fossile, du gaz, il y a aussi les énergies renouvelables. Le Maroc est quand même considéré comme un champion en matière de politique environnementale et surtout en matière d'énergie renouvelable. Dans quelle mesure il peut faire acte de solidarité ou agir au niveau africain sur cette question d'énergie renouvelable? Alors, il peut agir notamment sur le plan de l'expertise. Aujourd'hui, le Maroc, vous savez qu'un des plans stratégiques qui sont en train d'évoluer d'une manière accélérée, très positive, c'est justement la transformation du mix énergétique au Maroc, pour lequel on avait un objectif à l'horizon 2030 de passer de 35-36% à 52%, basé sur l'énergie renouvelable. On est en train d'atteindre cet objectif avant l'échéance. C'est c'est quand même un cas d'école. Un objectif stratégique, on est en train de le réaliser avant temps. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, le Maroc constitue un champ d'attrait pour l'investissement, notamment international, pour investir, notamment dans les régions du sud marocain, qui sont très attractives. Et on est en train de monter des partenariats solides, dans lesquels il y a la dimension financière, il y a la dimension développement durable, il y a la dimension humaine à travers les compétences, le process, etc. Donc ça, c'est une expérience sur laquelle le Maroc aujourd'hui est en train de s'ériger comme un exemple qui pourrait tout d'abord être considéré comme une référence, mais également qui peut, de son côté, apporter le soutien aux autres pays africains. Ça, c'est très important parce que, en fait, lorsqu'il s'agit d'une coopération sud-sud, et c'est justement un des aspects fondamentaux de la relation de partenariat Maroc-Afrique, c'est la coopération sud-sud. En fait, la coopération, elle est plus fluide, elle est plus, je dirais, acceptée et elle est plus assimilée parce qu'il y a la dimension culturelle, il y a la dimension relationnelle, sociale, humaine, etc. Et donc, le domaine du développement, en fait, surtout de l'énergie renouvelable, du développement durable, ce sont un objectif sur lequel, en fait, on peut travailler, d'autant plus qu'il s'agit d'objectifs partagés. Aujourd'hui, l'Afrique s'intéresse à tout ce qui est ODD, donc les objectifs de développement durable dans lesquels c'est inscrit. Le Maroc également, aujourd'hui, il est considéré comme un pays qui s'implique parfaitement dans cette politique. Et donc, il y a moyen, justement, de créer un cadre de coopération plus renforcé sur ce plan-là. Et je crois que le Maroc a déjà fait preuve. On voit, par exemple, nous avons l'agence de développement d'énergie renouvelable Mazen, qui aujourd'hui est partie prenante dans plusieurs pays africains à travers des projets concrets. On voit l'ONU également, qui est aujourd'hui pratiquement dans une quinzaine de pays à travers des projets d'électrification, des projets
je dirais, de montée des centrales. Et là, en fait, l'expérience, elle est là, à travers les entreprises et les établissements publics marocains qui donnent les exemples. Parce que, il faut le rappeler, lorsqu'on parle de cette relation entre le Maroc et les pays africains, bien sûr, il y a la dimension du privé qu'on a évoquée tout à l'heure à travers les banques, les assurances, etc. Mais il y a également des entreprises et des établissements publics marocains qui sont très présents et qui déploient essentiellement la dimension de l'expertise. J'ai cité l'ONE, j'ai cité Mazen, donc il y a l'OCP également, il y a plusieurs organismes qui sont présents à travers des investissements, mais également à travers de l'expertise et du savoir-faire que le Maroc a développé, notamment tout ce qui est en relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la vie. Vous savez, à partir du Covid, le monde s'est en fait intéressé à des dimensions fondamentales qu'on qualifie d'économie de la vie, qui concerne essentiellement la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Et sur ces aspects-là, le Maroc, à travers notamment tout ce qui a été initié par Sa Majesté sur le plan sanitaire, mais également toute la politique en matière agricole, le Maroc aujourd'hui se présente comme un pays qui peut apporter beaucoup à ses frères et amis au niveau de l'Afrique. Alors justement, quand vous parlez des ODD, le Maroc s'inscrit résolument dans les deux premiers en ce qui concerne sa solidarité avec l'Afrique, ses partenariats avec l'Afrique, les deux premiers qui sont plus de pauvreté et la faim à zéro. Et ça passe par une politique d'engrais, de coopération en matière d'engrais. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera d'agriculture. Avec vous, Abdeltaif Kobat. Alors on dit que le Maroc est un hub économique pour l'Afrique. Bien, alors en ces temps, comme on le dit, de chasse gardée, de prédation, de rente géostratégique, etc., il y a un certain nombre de changements d'alliances qui sont en train de s'opérer. Est-ce qu'à côté du hub économique, on peut considérer aussi le Maroc comme étant un facilitateur d'alliances ou, si vous voulez, un hub géostratégique aussi? Oui, vous avez raison de le relever, parce qu'il dispose d'atouts, il dispose d'une expérience et il y a également une vision. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas suffisamment médiatisé. Le Maroc est le seul pays pratiquement africain, en tout cas vous allez voir pourquoi, qui a pensé l'espace atlantique africain. Il y a des propositions qui ont été faites dans ce sens. Je n'ai pas le souvenir qu'avant le Maroc, il y ait tel ou tel pays qui soit préoccupé d'une réflexion. En même temps, il est aussi la plus longue façade atlantique sur le continent. Mais tout à fait, c'est 3000 km. Tout à fait. Nous avons 500 km en Méditerranée, 3500 km jusqu'à Guéra, de Tanger à Guéra. C'est important, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation, il y a une réflexion stratégique. Et il y a eu d'ailleurs une réunion ministérielle en juin 2022, voici 9 mois, à Rabat, réunissant 21 pays de la côte atlantique. C'est important comme réflexion. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'échanger des points de vue pour voir les conditions et les modalités de consolidation de cet espace donc africain-atlantique. Ça a été suivi 3 mois après, le 22 septembre 2022, à New York, par une réunion initiée par notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec les mêmes pays. Donc il y a là quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau aussi dans la réflexion stratégique marocaine? C'est le fait qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut consolider ce que fait l'Union africaine. On y reviendra probablement puisque le Conseil, la conférence ministérielle commence aujourd'hui et demain et le sommet, c'est samedi, dimanche. Bien. Il y a la consolidation de blocs régionaux. Le Maroc, sur ce plan-là, est actif auprès de la CEDEAO, vous le savez. Il a déposé sa demande en février 2017, 3 semaines après le retour au sein de l'UA. Et il y a un processus qui est en cours, etc. C'est compliqué, c'est lourd, etc. Mais il y a une avancée. Et donc, ça donne à notre diplomatie un déploiement dans un espace régional indépendamment du bilatéral. Pourquoi? La diplomatie marocaine, elle fonctionne sur le bilatéral qui se renforce. Mais elle ne se limite pas au renforcement du bilatéral avec chacun des pays. Elle œuvre aussi à se mobiliser pour conforter le régional. Évidemment, dans l'espace régional du Maghreb, il n'y a rien à faire.
les choses sont connues, j'y reviens pas, c'est une impasse totale. Malheureusement, oui. Mais il y a quelque chose qui est fait sur ce plan-là, et donc cette reconfiguration fait que le Maroc est un aiguillon d'une réflexion stratégique novatrice pour réarticuler l'Afrique et ses pôles régionaux et les hisser à un niveau optimal, et c'est important à relever. Alors, on revient donc à l'agriculture, Abdef Komat, avec vous. On se rappelle que donc, nous sommes en novembre, décembre 2016. Le Maroc n'était pas encore à l'Union africaine, mais il avait lancé un certain nombre d'initiatives, dont la rencontre entre plusieurs chefs d'État africains et à l'époque le président Hollande, le secrétaire général Ban Ki-moon, avec les pollueurs, on va dire, hein, les pays du Nord. Et puis il avait aussi une autre initiative qui s'appelle le triple A, AAA, adaptation de l'agriculture africaine. C'était déjà il y a 6 ans et quelques. On en est où à ça, sachant que, encore une fois, cette politique, vous parlez de la diplomatie de phosphatière. Je ne dirais pas les choses comme ça, je dirais peut-être la diplomatie par l'engrais ou par la solidarité alimentaire. On en est où maintenant au niveau de l'adaptation de l'agriculture africaine? Effectivement, d'ailleurs, le message qui a été passé, notamment à travers cette donation royale, c'est qu'en fait, il s'agit d'une donation, tout d'abord, qu'il y a plusieurs symboles. Hein. Il y a plusieurs symboles, parce qu'il est adressé à des petits agriculteurs dans le cadre solidaire. Et bien évidemment, ça cadre parfaitement avec des objectifs, notamment de l'État gabonais, qui aujourd'hui œuvre pour des projets sociaux, pour la réduction des inégalités, etc. Donc il y a une profondeur sociale. Mais le message qui a été passé, c'est que, en fait, ce geste s'inscrit dans le cadre d'une politique qui est en train d'être bâtie, qui consiste à mettre à la disposition des agriculteurs gabonais, comme d'autres pays africains, des engrais adaptés. Tout d'abord, adaptés à la particularité de leurs terres, mais également à des prix abordables et de qualité. 3 dimensions. Donc, qualité, prix abordable, donc il y a une dimension solidarité. La qualité, c'est qu'on va vers un développement qualitatif. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire, je dirais, de l'Afrique une région de second ordre en termes de dimension qualitative. L'Afrique aujourd'hui cherche la qualité, comme l'Europe, comme d'autres pays. Et puis la 3e dimension, c'est adapter à la nature des terres gabonaises et africaines d'une manière générale. Donc il y a en fait un volet recherche-développement très poussé, qui est mené par l'OCP. Donc il faut le dire, l'OCP aujourd'hui, ce n'est pas qu'un organe de commercialisation d'extraction, c'est un organe qui a une responsabilité sociale, je dirais, au niveau universel, parce qu'il agit sur un des secteurs les plus sensibles et qui le deviendra encore plus, parce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire, c'est une question de sécurité, je dirais, de priorité internationale. Deuxième Donc, objectif, ODD. ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, sur lequel je voudrais insister par rapport à cette dimension, c'est ce que fait l'IAV, l'Institut agronomique, parce que là également, qui joue un rôle très important, notamment en formant en fait, des cadres agronomes africains. Nous avons pratiquement en fait, une très grande présence sur ce plan-là. Et donc tout cela fait que le Maroc, aujourd'hui, joue un rôle primordial pour permettre, d'une manière générale, à l'Afrique de relever un des grands défis. Vous savez que les terres fertiles en Afrique, ils représentent, je dirais, presque la moitié des terres fertiles au niveau mondial. Donc, en fait, c'est l'avenir de l'alimentaire au niveau mondial, c'est l'Afrique. Et donc, il va falloir accompagner cela par une dynamique qui ne peut être insufflée que par des pays qui sont de l'Afrique, connaissent bien l'Afrique, les particularités de l'Afrique. Je crois que le Maroc, aujourd'hui, est en train de le démontrer à travers un certain nombre, tout d'abord, de projets, mais également de nature de partenariat. Donc, le professeur Sahimi a évoqué tout à l'heure qu'on était dans des partenariats, je dirais, à caractère bilatéral. Aujourd'hui, nous sommes dans le stratégique et nous sommes dans le multilatéral. Le Maroc n'est plus seulement sur une position de renforcer des relations avec des pays africains chacun à part, mais d'initier des projets collatéraux, notamment le gazoduc, vous l'avez évoqué. Par exemple, le port de Dakhla. On parlait de l'Atlantique. Le port de Dakhla s'appelle l'Atlantique parce qu'il a cette dimension de créer une cohésion sur la côte atlantique de l'Afrique. Et donc tout cela œuvre pour en fait permettre à l'Afrique de développer un volet très important, c'est l'intégration économique. Vous savez que l'Afrique, elle est à 1/3 de son potentiel d'intégration économique. Nous avons le taux d'intégration économique le plus faible au niveau international. Et l'intégration de l'Afrique ne peut passer que par des
d'une somme d'intégration régionale. Et le Maroc joue un rôle très important au niveau tout d'abord de sa région, de CEDEAO. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tractations, il y a des négociations, parce que le Maroc il est considéré comme une puissance au niveau de la région, sur le plan de ses entreprises, etc. Bien évidemment, il y a des frictions, il y a des ententes qui sont en train d'être élaborées, mais le processus d'adhésion du Maroc au CEDEAO est en cours, et certainement, ça va permettre justement de renforcer cette intégration tout d'abord régionale. En attendant l'UMA, on a toujours de l'espoir. C'est vrai que l'UMA est considérée aujourd'hui comme la région la moins intégrée au niveau mondial. 3%, je crois. Oui. 4 à 5%. Vous êtes bien le seul à avoir de l'espoir pour l'humain. Je vous laisserai débattre de cette question si vous voulez bien. Bon, c'est un vœu beaucoup plus peut-être. Vous n'avez pas le même espoir, vous? Parce que c'est l'anniversaire. Oui, nous sommes à l'anniversaire aussi de la février 89. Vous voulez faire quoi et avec qui au niveau du Maghreb? Un bon tiers de siècle, on va dire. Vous voulez faire quoi? Avec qui? Il n'y a plus d'humain. Donc je comprends que vous n'avez absolument aucun espoir, même pas un vœu. Mais donnez-moi des éléments d'espoir. C'est-à-dire, au-delà de l'espoir, on parle en fait, de choses tangibles, de choses objectives. C'est de constater avec regret que le fait que l'humain ne peut pas fonctionner, en fait, on parle toujours au détriment de la population des pays qui font partie de l'humain, parce qu'il y a une perte en termes de croissance énorme. On parle de 1 à 1,5 point de croissance par pays. Jusqu'à 2 et 2,5. Et puis, le coût du non-Maghreb, c'est entre 2 et 2,5%. Et au-delà de l'intérêt pour la population des pays, c'est l'intérêt pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de s'intégrer, il ne peut s'intégrer qu'à travers la somme d'intégration des régions, et puis également l'équilibre de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, le Maroc négocie en tant que pays avec l'Union européenne. Donc ce n'est pas la même chose, c'est l'UMA qui négocie avec l'Union européenne. Au moins, on aura une force économique, avec la complémentarité, on a de l'énergie, on a du phosphate, on a du tourisme. Donc c'est dommage, c'est beaucoup plus de constater que malheureusement, il y a ce blocage. Je n'arrive pas à comprendre la logique européenne de ne pas pousser pour avoir un marché de 100 millions de personnes, de 110, de 115 millions de personnes, en comptant la Libye, bien entendu, et la Mauritanie, donc les 5 membres de l'UMA, avec des ressources naturelles, avec un potentiel humain, avec un potentiel économique. Ce serait un marché important. Oui, Moustapha Srimi. Je vous propose une lecture différente de ce que vous dites, si vous le permettez. Oui. Un certain nombre de pays européens et globalement l'Union européenne ont-ils intérêt à avoir un bloc maghrébin en face de 120 millions d'habitants, de 6 millions de kilomètres carrés au total, et un PIB de 350 milliards de dollars? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit soucieux de voir un Maghreb fort, uni, se constituer. Et pourtant, ce serait un débouché économique, ce serait aussi une force sécuritaire. Enfin, il n'y aura que des avantages, mais on va les laisser à leur croyance, les Européens. Moustapha Srimi, je reste avec vous, mais rapidement, vous avez effleuré l'idée tout à l'heure du sommet de l'Union africaine. Quels en sont les enjeux? Mais rapidement, parce que j'ai une dernière question pour les enjeux. Et le temps file. C'est un sommet qui se tient, c'est samedi, dimanche, donc 18 et 19 février. Il y a un ordre du jour détaillé. Il y a des décisions qui vont être prises touchant des nominations, des postes, la Commission africaine des droits de l'homme, la Commission de tribunal d'arbitrage, etc. Bon, ça ne posera pas de problème. Il y a des questions de fond qui vont être là. C'est la paix, la sécurité, le développement. Fondamentalement, les 3 axes. Alors, la paix, c'est quoi? La paix, la sécurité, question des réfugiés. Vous savez, il y a des millions de réfugiés en Afrique. Il faut bien y apporter une solution avec ce que pas du fait d'un certain nombre de dossiers qui ne sont pas réglés, conflits territoriaux, autres, etc. Il y a la question de la sécurité alimentaire. Vous avez fait référence, il faut y revenir. Ce qui se présente dans un avenir prévisible est tout à fait préoccupant en la matière. Parce que du fait du changement climatique, du déplacement des populations, etc., il y a également le problème du maintien de la paix, du maintien de la paix, je vais revenir, mais le problème des enjeux économiques, les énergies renouvelables, éoliennes, le changement climatique, tout ça doit être pris à bras-le-corps. Puis il y a le problème de la paix, la sécurité, lesquels, sur ce plan-là, le Maroc a une vision, il a des propositions. Je vous rappelle
que l'Union africaine, jusqu'au retour du Maroc à la fin janvier 2017, était squattée par l'Algérie au niveau du Conseil de paix et de sécurité. Ce Conseil de paix et de sécurité, c'est un élément important du maintien de la paix, etc. Le poste a été dirigé par un responsable algérien pendant 17 ans. Le Maroc est membre de ce Conseil de paix et de sécurité. Premier mandat 2018-2020, deuxième mandat 3 ans, 2022-2025. Et sur ce plan-là, le Maroc a des propositions pour une autre gouvernance de ce Conseil et pour davantage d'implication de l'Union africaine sur les questions de paix, de sécurité et de développement. On attendra la déclaration finale de ce sommet pour en parler très certainement la semaine prochaine. Dernière question en 1 minute et demie pour vous, Abdef Komat. Vous avez parlé tout à l'heure du groupe OCP, vous avez parlé aussi de l'ONI, l'Office national de l'eau et de l'électricité. Quels sont les engagements économiques et sectoriels du Maroc, mais rapidement, vraiment d'une manière succincte, ou alors les grands organismes privés qui sont engagés actuellement sur le continent? En fait, les organismes, c'est public. Alors, public, bien évidemment, on a évoqué l'OCP, on a évoqué Mazen, Irizen, l'ONE. En fait, je dirais que c'est essentiellement autour des grands projets du Maroc, notamment tout ce qui est développement durable, tout ce qui est énergie. Alors, bien sûr, il y a également l'infrastructure. En fait, les compétences marocaines aujourd'hui contribuent à des grands projets en Afrique, des ports, donc des autoroutes, etc. Donc, il y a en fait un soutien qui est multiforme et qui est appelé à se développer dans un cadre structuré et complémentaire. On apporte l'expertise, on apporte le savoir-faire, et puis il y a le volet formation. Le Maroc, d'ailleurs, le professeur Sahimi, il l'a dit tout à l'heure, le Maroc est le 2e pays en Afrique qui accueille des étudiants africains. Donc, avec pratiquement, en termes de bourse, le gouvernement marocain, voilà, 8 000 boursiers sur 10 000. Effectivement. Donc, il y a tout un effort, c'est-à-dire que nous sommes présents à travers différents aspects, mais surtout dans un cadre structuré, complémentaire. Et puis, également, il y a la dimension humaine et la dimension, en fait, respect mutuel et la vision d'un co-développement et d'une approche gagnant-gagnant qui fait que les relations sont sereines et sont basées sur des éléments solides. Merci à vous. Il y aurait encore tellement à dire sur les relations entre le Maroc et son continent, l'Afrique. Il y aurait encore tellement à dire sur cette visite du roi au Gabon. Et donc, tout ce qui est en matière de coopération, en matière de partenariat économique et stratégique. Mais les 52 minutes sont malheureusement écoulées. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Moustapha Sahimi et Abdel Komat d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.